Je pense pas que entrer dans une cage, j'avais l'intention d'arracher la tête d'un mec, c'est être gentil. Si tous les Camerounais mesuraient le coup de poing, je suis sûr que je serais à peine parmi les 10 premiers. Bonjour, c'est Francis Ngannou pour le carrière highlight de GQ. C'était ma première fois sur la scène internationale et juste à titre de rappel, ça faisait que 2 ans que je faisais du MMA, même pas de façon sérieuse. Tu vois, je me disais, je faisais du MMA parce que je kiffais, c'était un sport de combat, je me défoulais, mais j'avais jamais eu pour rêve d'aller à l'UFC, bien que les gens me disaient « Ah ouais, on pense que si tu te mets, tu vas être champion de l'UFC. » Je disais « Mais qu'est-ce que j'ai à foutre, quoi? Je veux être boxeur, c'est tout. » Du coup, j'ai un combat à l'UFC. Ok, tu arrives là et tu te rends compte que tu ne connais même pas les règles du sport. Mais tellement il y a des médias sur toi, tu n'as jamais vu tout ça et c'est tout sur toi. Moi, mon truc, c'était juste que bon, ça, c'est ma première impression. C'est là où le monde entier va me voir. Il faudrait que je leur laisse quand même une bonne image de moi, tu vois. Et ça, c'était un stress. Il y a tout ce palmarès qu'on a donné sur lui, toute cette expérience, et toi, tu n'en as aucun. Tu es impressionné par tout ce qu'on te dit. À la fin, pour me rassurer, je me disais, mais mine de rien, c'est la bagarre, c'est le combat. Et quand même, je suis un homme, tu vois, je suis balèze, je suis solide, je peux tenir le coup. C'est pas possible que, voilà, je peux pas avoir peur d'un homme. Après, je regarde le mec, je dis non, je veux le combat. Quand on va mettre, on verra. Il y a eu une première amenée au sol, parce que là, j'ai lancé le low kick, il a saisi, il m'a amené au sol. Et je pense que c'est à partir de ce moment où j'ai eu plus confiance. Et il était au-dessus, et j'ai saisi ses 2 bras, et là, il tirait, et je me dis, mais il rigole ou il met toute sa force? Et c'est là où je me suis dit, ah non, c'était bon. Au final, j'avais mesuré sa force, tu vois, et je me disais, non, là, c'est bon. Ce combat, je pense que c'est l'un des combats où j'ai le plus préparé, tu vois, parce que j'avais déjà combattu Stipe 3 ans auparavant et j'avais perdu contre lui à la décision. Ce soir-là, j'ai appris tout ce que j'avais fait de mauvais. Et je me suis dit, je serai prêt la prochaine fois. Je le connaissais, j'avais mesuré sa force, tu vois, j'avais quand même pris pas mal de coups de lui. Je connaissais le poids de son poing, je connaissais un peu tout. Alors il était juste question de me préparer à ça. Et ce jour-là, quand je suis arrivé à ce combat, la revanche, il était hors de question qu'il me gagne. J'étais prêt. Je ne suis pas allé pour le mettre KO. Je me disais, je savais que ce combat, il avait plus de chances d'arriver à la décision. Mais les choses, ils se passent très vite lors d'un combat. Même quand il tombe KO, parfois, tu ne vois pas, tu es en action. Je ne réalise pas qu'il est déjà KO. Tu vois, c'est l'arbitre maintenant parce que je suis dans le feu de l'action. Ce qui me vient à l'esprit tout à coup, c'était pas le fait que je suis champion du monde. Champion du monde, c'était ma façon à moi de prendre la revanche sur la vie, ce qui était la mienne. Et ce à quoi je pense, c'est pas au fait que je suis champion du monde, mais c'est au fait que putain, cette vie-là, pour finir, je l'ai mieux raclée. Ça ne m'avait pas encore percuté que j'étais champion du monde. Je me rappelle, je suis rentré même chez moi avec la ceinture et avec des nuits où je me réveillais pour aller au salon parce que je l'avais mis au salon et je vais vérifier, je vois la ceinture, je dis ah oui, je suis champion du monde au fait. Tu vois, il fallait que je me lève de mon lit pour aller vérifier, je n'étais pas sûr. Voilà, ça a pris du temps. Être champion du monde, avoir la ceinture aux États-Unis et ramener cette ceinture au Cameroun, là où tout a commencé, c'est comme si c'était hier. T'as pas l'impression qu'il s'est passé des années entre les 2 moments, tu vois. Ça l'air pas réel, tellement beau que ça l'air pas réel. Je regarde ces gens, eux tous, je me vois en eux, je connais leur quotidien, je connais leur vie. C'est exactement ma vie de ce que je te parle de peut-être il y a 12 ans. Il faut savoir que quand je commence au Cameroun avec mon rêve de boxe, d'être boxeur, je suis traité de fou parce que ce n'est pas possible pour un Camerounais, surtout partant de là où je suis. Personne ne l'a jamais fait. S'il te plaît, arrête. C'est un rêve démesuré. Contente-toi de ta réalité qui est là.
Et moi, je sentais que je n'étais pas à ma place. Je ne serais jamais heureux si je restais là. Il fallait que j'entreprenne ce rêve. Même si je ne réussis pas, au moins il faudrait que j'essaye et que je donne de tous mes moyens. Et tu regardes tout ce public, ils sont tous à l'unanimité que tu as raison. Après, tu te dis, mais ça veut dire je l'ai fait au fait. Je suis parti d'ici, j'ai fait ça, je l'ai fait. Tu vois, c'était beau. C'est pas un truc qui me fascine beaucoup. Ok, c'est beau, mais c'est quoi, tu vois, j'arrive pas à y concevoir. Et surtout que je me suis aussi rendu compte que généralement, ce genre de choses peuvent rendre une personne peut-être pas feignant, mais un peu t'affaiblir si tu te bases sur ça. Ça veut dire quoi, le coup de poing le plus fort? À ma catégorie, tout le monde peut mettre tout le monde KO si tu t'entraînes bien, si tu places bien le coup de poing. Alors, le fameux Teddy Atlas, je ne sais pas si tu connais, qui était un grand coach de boxe, il dit You can have the biggest missile in the world without having a delivery system, and that doesn't mean anything. Donc, tu peux avoir la plus grosse missile du monde si tu n'as pas un système de délivrer cette missile et que tu peux toucher ta cible, ça ne sert à rien. Du coup, avoir le coup de poing le plus fort, je pense que ça n'a pas beaucoup de valeur par rapport à celui qui va être précis, qui doit avoir un pourcentage de réussite, de précision plus élevé, tu vois. Donc, ce sont des axes que moi, je mise beaucoup sur ça parce que je sais que j'ai déjà la force nécessaire pour mettre tout le monde KO. Mais je suis allé dans des combats où je n'ai pas mis l'adversaire KO parce que je n'ai pas pu le toucher. Alors, ce que j'aurais voulu, c'est le toucher, plus que d'avoir le coup de poing le plus fort. C'était mon premier combat depuis quand je suis allé m'installer aux États-Unis. Ça faisait peut-être 10 à 11 mois que je n'avais pas combattu. Donc, j'étais un peu frustré, tu vois. Et aussi le fait qu'il y avait eu beaucoup d'échanges. Alistair Overeem qui chauffait un peu, qui racontait comment elle a déjà attrapé les prédateurs et que le 2 décembre, il va aller encore attraper un autre prédateur. Et moi, j'avais toujours la réplique, je lui disais, attention, c'est pas parce que tu as joué avec des bébés animaux dans un zoo que tu crois que dans la jungle, ça va se passer pareil. Je lui ai dit, samedi soir, tu vas faire dodo. Parce qu'il parlait beaucoup, il bavardait beaucoup et j'avais envie de fermer sa gueule. Et moi, j'ai un moyen de lui répondre, tu vois. J'ai l'opportunité de lui répondre tel que je veux. Et de façon respectueuse, de façon martiale, ça devait être ma réponse. C'était aussi un moment pour moi parce que je savais qu'il fallait que je passe par Alistair Overeem pour arriver à l'étape suivante. C'était celui qui était à travers moi et la ceinture. Donc il fallait que je le dégage d'abord pour aller vers ce qui est mon objectif. Mais ce combat, je me rappelle, lui, il savait déjà. On savait déjà, j'avais déjà cette réputation dans le milieu en termes de KO. Et ça se voyait que même s'il était un striker renommé, il ne voulait rien avoir avec moi en termes de striking. Donc, directement, quand on est entré, sa première réaction, c'était de venir me saisir en lutte. Et je pense que ce fut aussi, pour son cas, c'était aussi une grosse erreur. Parce que là, au corps à corps, j'étais capable de mesurer son poids parce que je l'ai tourné contre la cage, j'avais une telle facilité et j'arrivais à le contrôler et il s'efforçait. Et je le contrôlais sans toutefois mettre beaucoup de force. Et je me disais, ah oui, voici ce qui mesure, tu vois. On dit size him up. Je le mesure, je dis, ok, là, c'est bon, physiquement, non, ça va quoi, je gère. Je l'ai toujours fait depuis tout petit. Et c'était aussi parce que j'aimais faire les abdos, des trucs, et ça faisait partie de ça. Mes petits frères devaient me boxer sur le ventre et c'était sans les gants ou sur la poitrine. C'est un travail d'abdos. Même quand tu vas dans des salles de boxe, tu vas voir, on va utiliser des medicine balls pour peut-être frapper le ventre, peut-être pas très fort, mais
ça fait travailler les abdos. Mais après, sur ces vidéos, sur la plupart de ces vidéos, j'étais en forme. C'est pas comme maintenant, tu vois. Superbe ce qu'il a fait là. Ce combat, il représentait beaucoup plus qu'un combat ordinaire. Ce combat, c'était pour moi une façon de répondre au système auquel je me bats. Ce soir-là, j'étais là, je combattais Cyril Gane, mais je combattais plus le système que Cyril Gane qui était mon adversaire. Et c'était l'UFC, je vais dire, le contrat, les façons de faire. D'ailleurs, il faut savoir que tous ces critiques, c'était juste une forme de marketing. Il fallait qu'il y ait une histoire qui engage les gens, une histoire qui soit vendue, et surtout pour les Français. Alors, c'était un peu l'histoire du gentil et le vilain. C'était ça, au fait. Ça se voit, et c'est pour celui qui voyait un peu à travers les lignes, c'était ça. Même sur toute la promotion. Quand tu regardes la promotion, oui, Francis Ngannou, il met les gens KO, et c'était tout. Et tu te dis, mais je fais plus que ça, au fait. Quand tu regardes même dans mon palmarès de victoire à l'UFC, j'ai beaucoup de soumissions. Méchant ou gentil, ça ne sert à rien. On fait le combat et on s'en tient au combat. Je ne pense pas que entrer dans une cage avec l'intention d'arracher la tête d'un mec, c'est être gentil. Nous tous, on fait ce sport, donc on n'est pas des enfants de cœur. Tu vois, quand on se retrouve là, il n'y a personne qui vient pour faire la paix. On vient tous avec des intentions vraiment de faire du mal à l'autre. Et c'est le jeu, quoi, c'est comme ça. C'était Francis Ngannou pour GQ.